En vélo, comment aller plus vite sans effort supplémentaire? Pour résoudre cette équation, il faut avant tout comprendre ce qui nous freine. Dans cette vidéo, nous allons analyser les différentes résistances qui s'opposent à l'avancement du cycliste, comprendre leur répartition et maximiser les leviers pour les réduire. Salut, c'est Romat, bienvenue sur la chaîne du triple et fort. Autant prévenir tout de suite, dans cette vidéo, il y aura quelques notions de maths physique. Alors pour les moins téméraires, n'hésitez pas à utiliser le chapitrage. En vélo, la puissance à développer est égale à la résistance totale à l'avancement multipliée par votre vitesse de déplacement. On peut donc dire que la vitesse dépend du rapport entre la puissance et la résistance totale à l'avancement. Autrement dit, pour aller plus vite, soit nous augmentons notre puissance, soit nous diminuons les résistances à l'avancement. Et c'est cette partie qui va nous intéresser, comprendre les résistances subies et comment les réduire. Il existe trois types de résistances qui s'opposent à l'avancement du cycliste. La résistance de l'air. Elle représente toutes les résistances à l'air que doit vaincre le cycliste pour avancer. Ces résistances seront d'autant plus importantes que le cycliste est grand et a une mauvaise position sur le vélo, ou que les conditions environnementales, notamment la force du vent, seront défavorables. La résistance au roulement. Elle est provoquée par le contact des pneus sur le sol, auquel on ajoute généralement les résistances de friction liées aux pièces mécaniques de votre transmission. Position de la chaîne, cassette, galette dérailleur, moyeu, pédalier, etc. La résistance à la gravité. Elle correspond à la résistance que vous devez vaincre pour grimper une pente donnée. Ce qui nous donne la formule résistance totale égale résistance à l'air plus résistance au roulement plus résistance à la gravité. Maintenant, intéressons-nous à la répartition de ces résistances dans différentes situations. Tout d'abord, sur le plat, voici la répartition de ces résistances en fonction de la vitesse, pour une masse cycliste plus matériel de 80 kg. Premier constat, sur le plat, la résistance à la gravité n'intervient pas. En effet, sur le plat, cette force ne vous attire pas plus en avant qu'en arrière. À 20 km/h, la résistance à l'air représente déjà plus de 50% des résistances totales à l'avancement. À 40 km/h, la résistance à l'air représente désormais plus de 80% des résistances totales. Un petit mot sur la résistance au roulement, sa valeur augmente avec la vitesse, bien qu'elle diminue en proportion, ce qui peut paraître trompeur sur le graphique. Maintenant, voyons comment ces résistances évoluent en fonction de la pente, pour une puissance constante de 300 watts et toujours pour une masse cycliste plus matérielle de 80 kg. À partir d'une pente de 3%, la résistance à la gravité représente déjà plus de la moitié des résistances totales. À partir d'une pente de 10%, c'est près de 90% des résistances qui sont dues à la gravité. En réciproque du schéma précédent, la valeur de la résistance au roulement diminue au fur et à mesure que la vitesse diminue. Intéressons-nous maintenant plus précisément à la résistance à l'air. Petite précision, on parle parfois de résistance aérodynamique. C'est en réalité un abus de langage. L'aérodynamisme est une science qui étudie les écoulements d'air et leurs effets sur les solides. La résistance à l'air se calcule avec la formule suivante. 1/2, qui est une constante, qu'on multiplie par ρ, qui représente la masse volumique de l'air, qu'on multiplie par SCX, S étant la surface frontale du cycliste, et CX étant le coefficient de forme aérodynamique. FCX est aussi appelé CDA en anglais. Et enfin, on multiplie cela par VA au carré, c'est-à-dire la vitesse relative à l'air au carré. On va maintenant détailler chacun de ces paramètres. La masse volumique de l'air varie en fonction de la pression atmosphérique et de la température. La pression atmosphérique, ce sont ces grandes courbes blanches que l'on voit parfois lors de la météo et auxquelles on ne comprend souvent pas grand-chose. Ces lignes blanches correspondent à des fourchettes de pression atmosphérique. Si l'on zoomait sur la carte, voici les valeurs auxquelles elles correspondraient. La pression atmosphérique va être naturellement influencée par l'altitude. En fait, pour comprendre la pression atmosphérique, il suffit d'imaginer une grande colonne d'air au-dessus de notre tête, jusqu'à la stratosphère. Plus cette colonne d'air est haute, plus la pression atmosphérique sera forte. C'est pour ça que naturellement, en altitude, la colonne d'air étant plus petite, les pressions sont plus basses. C'est pourquoi certains records sont tentés en altitude. On pense notamment au record de l'heure, qui s'est déjà déroulé à Mexico à plus de 2200 mètres d'altitude. Donc à partir de notre pression atmosphérique et de la température de l'air, on peut déterminer la masse volumique de l'air. Sur ce graphique, on observe que la masse volumique de l'air diminue quand la pression atmosphérique diminue.
De même, la masse volumique de l'air diminue quand la température augmente. Pour le SCX, qui est donc le coefficient de pénétration dans l'air, je vous affiche 3 exemples de postures provenant d'une étude australienne. Pour la première posture, le SCX est de 0,35. Il correspond à un cycliste traditionnel avec les mains sur les cocottes et les bras légèrement fléchis. Pour la deuxième posture, le SCX est de 0,31. Il correspond à un cycliste en position traditionnelle avec les mains en bas du guidon. Et enfin, le dernier exemple de posture correspond à un SCX de 0,28 pour un cycliste en position contre la montre avec la tête rentrée entre les épaules. Dernier paramètre de notre formule, la vitesse relative à l'air au carré. La vitesse relative à l'air correspond à la vitesse réelle du cycliste. Pour tenir compte de l'impact du vent, on ajoute la vitesse du vent si le vent provient de face et on soustrait la vitesse du vent si le vent est favorable. Retenez qu'en doublant votre vitesse de déplacement, vous multipliez les résistances à l'air par 8. Au final, dans cette formule, le seul paramètre que l'on peut facilement influencer est notre SCX. Voici donc un graphique qui compare la puissance à fournir pour deux SCX différents, l'un en position haute et l'autre en position contre la montre. On y voit l'évolution de la résistance à l'air en fonction de notre vitesse pour deux SCX différents. En résumé, sur terrain plat, les résistances à l'air constituent le facteur le plus important à prendre en considération. Notez qu'à vitesse égale, si vous diminuez votre surface frontale de 20%, vous diminuez directement les watts à produire de 20% pour lutter contre les résistances à l'air. Quelles sont les améliorations possibles pour réduire notre résistance à l'air? J'ai classé pour vous les meilleurs investissements à faire en fonction de leur gain en watts par euro dépensé. En première position, on retrouve évidemment notre positionnement sur le vélo. Ce positionnement peut être considéré comme gratuit si vous effectuez les réglages par vous-même. Le gain estimé est entre 20 et 80 watts et il pourrait être judicieux d'opter pour une étude posturale. En deuxième place de ce classement, on retrouve les chaussettes aérodynamiques, pour un gain pouvant aller de 4 à 8 watts. Vous pourriez gagner environ 8 watts supplémentaires avec des surchaussures aérodynamiques. Une tenue intégrale de contre-la-montre pourrait vous faire gagner de 10 à 35 watts pour un coût allant de 200 à 300 euros. Un casque aérodynamique aux alentours de 250 euros pourrait vous faire gagner de 6 à 15 watts. Si vous deviez changer votre guidon traditionnel pour un guidon aéro, le gain pourrait être entre 6 à 10 watts pour une dépense aux alentours de 400 euros. Ensuite, et contrairement aux idées reçues, les roues aéro ne sont pas l'investissement le plus judicieux. Elles ne vous feront gagner qu'une vingtaine de watts en termes d'aérodynamisme pour un coût qui reste élevé, compté aux alentours de 1600 euros. Enfin, en dernière place de ce classement, le cadre aérodynamique vous fera gagner de 20 à 30 watts pour un coût aux alentours de 3000 euros. Cependant, dans le cas du cadre aérodynamique, le gain en watts par euro est à relativiser. Il est à relier directement au premier point, c'est-à-dire votre posture. En effet, le but d'un cadre aéro n'est pas tant le gain obtenu par le cadre en lui-même, mais bien le confort qu'il vous apporte pour vous permettre de maintenir une position la plus aéro possible et la plus efficace possible. La résistance à la gravité. Elle se calcule par la formule suivante. M fois G fois P. M étant la masse totale du cycliste et de son matériel, G étant l'accélération de la pesanteur, soit 9,81. Rassurez-vous, je n'entrerai pas dans les détails pour ce chiffre, et P qui correspond au pourcentage de la pente. Dans cette formule, le seul paramètre facilement ajustable est donc la masse à déplacer, soit celle du cycliste, soit celle de son matériel. Prenons l'exemple d'un cycliste avec un poids de forme de 73 kg, avec un bon vélo typé montagne d'une masse de 7 kg. Voici la vitesse théorique qu'il atteindra en fonction de la pente à une puissance totale de 300 watts. Maintenant, voyons l'écart que cela représente si ce même cycliste utilise un vélo un peu plus lourd de 2 kg, un mulet ou un vélo de chrono par exemple. Voyons l'effet sur ses watts s'il veut maintenir ses chronos. On voit qu'au plus fort de la pente, cet écart ne représente que 7 watts. Forçons encore davantage le trait, et imaginons que notre cycliste sort de l'hiver avec quelques kilos en trop, et qu'il affiche 77 kg sur la balance. Voyons l'effet sur ses watts s'il veut maintenir ses chronos. Au plus fort de la pente, cet écart ne représente que 22 watts. L'écart de puissance à fournir avec une masse supplémentaire se stabilise avec la réduction de la vitesse liée à l'augmentation de la pente. La course au poids est de moins en moins déterminante, car l'écart entre le matériel d'entrée de gamme et le matériel haut de gamme s'est réduit. En ce qui concerne le matériel, on pourrait même aller jusqu'à dire
que si une vitesse minimum est maintenue, autour de 20 km/h, les gains aérodynamiques compensent les pertes liées à la masse supplémentaire. C'est peut-être ce qui explique en partie le choix de certains triathlètes professionnels de monter l'Alpe d'Huez avec un vélo de chrono et une roue lenticulaire. La résistance au roulement. La résistance au roulement se calcule par la formule suivante. CR qui multiplie M qui multiplie G qui multiplie cosinus de alpha plus CF qui multiplie VA au carré. CR correspond au coefficient de roulement. Il définit l'efficacité de roulement des roues. Il dépend de la nature du sol et du type de pneu. Je vous affiche ci-dessous les différents coefficients de roulement liés à l'état de la route. M est donc la masse totale du cycliste et de son matériel. G, comme vu précédemment, correspond à l'accélération de la pesanteur et vaut 9,80. Cosinus de alpha, il permet de prendre en compte l'inclinaison du terrain dans la résistance au roulement. Il se calcule avec le cosinus de alpha, où alpha est l'arc tangent de la pente. Ce paramètre est peu impactant car il est toujours proche de 1. CF. CF correspond à la friction des différentes pièces en mouvement, c'est-à-dire les roues, le pédalier, la chaîne, les dentures, le dérailleur, etc. Parmi tous ces éléments, ce sont les roues qui génèrent la résistance de friction la plus importante. VA au carré, comme tout à l'heure, il s'agit de la vitesse relative à l'air au carré, exprimée en mètres par seconde. Comme tout à l'heure pour les gains aérodynamiques, voici le classement pour réduire les résistances liées aux frictions. Ce classement est exprimé en watts gagnés par euro dépensé. Le gain le plus facile et souvent négligé est tout simplement d'avoir une chaîne propre et correctement lubrifiée. Cela pourrait vous permettre de gagner près de 6 watts. Avec des chambres à air en latex, c'est près de 5 watts d'économiser par roue. Mais cela n'est pas sans contrepartie. Les chambres à air en latex sont plus poreuses que les bulletins classiques. Il faudra donc refaire la pression plus souvent. Pour ceux qui ont des freins à patins, en cas de freinage prolongé, elles sont plus fragiles à la surchauffe. Et enfin, leur coût, bien plus cher qu'une chambre à air classique. Pour gagner 2 watts supplémentaires, vous pourriez utiliser un lubrifiant dit de haute qualité. Mais cela vous coûtera tout de même aux alentours de 40 € le flacon. On estime le gain apporté par un monoplateau à environ 4 watts. Des pneus de 25 mm pourraient vous faire gagner 3 watts par rapport à des pneus de 23 mm. Vous pourriez gagner jusqu'à 13 watts supplémentaires en changeant vos roulements de moyeu et ceux de votre boîtier de pédalier pour des roulements céramiques, mais cela vous coûtera aux environs de 500 €. Et enfin, vous pourriez gagner de 1 à 2 watts supplémentaires en changeant votre chape pour une chape de dérailleur avec des galets surdimensionnés avec roulement céramique, mais cela coûte environ 400 €. Pour conclure, on peut dire qu'il est important de connaître les conditions d'utilisation auxquelles vous allez vous confronter pour cibler au mieux les améliorations potentielles. En effet, elles ne seront pas les mêmes si vous allez chercher des hautes vitesses ou si vous allez vous confronter à de fortes pentes. Heureusement, les améliorations les plus impactantes sont aussi les moins coûteuses. Votre positionnement, l'entretien du vélo et votre poids de forme. Cependant, le diable se cache dans les détails et pour une performance optimale, il ne faudra en négliger aucun. Vidéo bien trop longue à tourner. Si vous êtes encore là, merci de me soutenir en mettant un petit pouce bleu sous la vidéo. En tout cas, moi je vous félicite pour votre persévérance. J'espère que vous y avez appris plein de choses. Est égal à la puissance... Putain, je vais jamais y arriver. J'ai trouvé plusieurs études qui... Non, compense les pertes liées à la masse supplémentaire. En tout cas, moi je vous...